Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette salle assez incroyable avec la vue sur la baie de Saint-Malo qui va peut-être nous déconcentrer parfois. On va essayer de rester concentré sur notre sujet, mais notre sujet est quand même très très lié à la baie de Saint-Malo puisqu'on va parler de Route du Rhum. Je m'appelle Pierre-Yves Lautroux, je suis le cofondateur de Tip & Shaft, une plateforme média spécialisée dans la voile de compétition et je suis ravi de vous accompagner sur cette séquence. On va donc parler de la Route du Rhum destination Guadeloupe. Joseph, tu noteras mon application a bien prononcé le naming de la course. On parlera évidemment des enjeux et des impacts économiques de la Route du Rhum puisque c'est le sujet de cette plénière. Je vous présente rapidement les forces en présence, si je puis dire. Justement, tout au bout, Joseph Bizard, qui est le directeur général d'OC Sport Penvic, l'organisateur de la Route du Rhum, entre autres, mais aussi de la Solitaire du Figaro, qui est en train dont la deuxième étape est en train de se dénouer précisément maintenant. Juste à côté de lui, Nicolas Belloir, qui est maire adjoint de Saint-Malo, en charge des finances. Et Nicolas, vous êtes aussi en charge de la coordination de la Route du Rhum à la ville de Saint-Malo, qui est aussi partenaire premium de l'épreuve. À côté de vous, Anne Gallo, qui est vice-présidente de la région Bretagne, en charge du nautisme, mais aussi du tourisme, du patrimoine, et qui représente donc la région Bretagne, qui est également partenaire principal de la Route du Rhum. À côté, on ne fera pas de remarques sur son bronzage, c'est promis, Hugues Méli, qui est le président de Niji, qui lui est fournisseur officiel de la Route du Rhum, et qui fait en particulier le site internet de la Route du Rhum. Et puis, juste à côté, Mireille Abi, qui est directeur général du CIC Ouest, et qui est aussi le CIC, qui représente le CIC qui est partenaire principal, lui aussi, de la Route du Rhum. Voilà. Comme vous le voyez, ce plateau est un subtil mélange d'acteurs privés et publics, d'entreprises et de collectivités locales, et c'est l'une des caractéristiques majeures, voilà les chaises, de cette épreuve. Et d'un événement comme la Route du Rhum, c'est son caractère hybride, qui rassemble des acteurs assez différents autour d'un objectif commun, qui est d'essayer de faire le plus bel événement qui soit. On va parler de tout ça avec nos invités, on va parler de modèle économique, investissement, retombées, impact de la Route du Rhum, et aussi, sur la fin de la séquence, de son futur. Mais avant toute chose, un petit avant-goût de ce qui nous attend dans 76 jours. Joseph, si mon décompte est bon, une petite vidéo qui va vous donner un avant-goût de ce qui nous attend fin octobre, début novembre. C'est l'effet démo, normalement il y a une bande-annonce assez forte. Waouh, c'est magique. Voilà, alors ça c'est ce que vous pouvez voir, c'est ce que vous pouvez vous imaginer la Route du Rhum, des marins qui font du bateau dans des belles conditions, une ligne de départ extraordinaire, des vues aériennes fabuleuses, mais pour en arriver là, il y a un petit peu de travail, un petit peu d'investissement, en partie des gens qui sont là. Et on va commencer avec toi Joseph, on va prendre des nouvelles de l'événement, on est donc à 67 jours, j'ai vérifié sur le compteur, le compte à rebours qui est sur le site officiel de la Route du Rhum. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu en es? Est-ce que tu transpires à grosses gouttes? Est-ce que tout est sous contrôle à 67 jours ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail puisque cette Route du Rhum, cette 12e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe s'annonce, c'est quoi l'adjectif? Gigantesque, énorme, incroyable? Sensationnel. Sensationnel. Déjà, on est dans un endroit qui est assez iconique puisqu'on est précisément ensemble ici assis
dans le Palais du Grand Large, qui sera dans un peu moins de 2 mois le chantre, le cœur battant de ce que sera cette route du Rhum destination Guadeloupe. Autour de nous, pour vous projeter un tout petit peu, on aura 2 bassins qui iront de la gare maritime de la Bourse jusqu'à Rocabay, dans lequel on a réussi, ou en tout cas on prévoit de réussir, à faire entrer 138 bateaux, qui représentent ce qui se fait de mieux dans la course au large, qui est une discipline toute bretonne, des grands ultimes jusqu'aux classes 40, des grands professionnels jusqu'aux amateurs très éclairés. On aura le plus beau plateau de la course au large, qui est devenu une discipline franco-française à dimension internationale, qui s'offrira à nous ici à Saint-Malo pendant 13 jours et qui prendra le départ ici au large du Palais du Grand Large pour aller jusqu'en Guadeloupe dans un temps qu'on sait d'ores et déjà record, puisqu'a priori les bateaux iront beaucoup plus vite. Alors nous, on n'espère pas trop vite pour pouvoir avoir le temps d'aller de l'autre côté, mais on imagine entre 6 et 7 jours pour les premiers et entre 15 et 20 jours pour les derniers. Et cette course va nous faire vibrer. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose. Peut-être que c'est moi, à l'organiser, qui vibre en voyant les images. Peut-être que c'est moi, passionné de course au large, qui vibre par tous les souvenirs que j'ai de cette course, qui à chaque fois surprend et dépasse l'imaginaire. Elle est magique, la route du Rhum. Et donc, on a cette chance de pouvoir se projeter sur ce moment. Alors, ce sera le début d'une course, mais ce sera aussi le début d'un événement. La route du Rhum destination Guadeloupe, quant à ses débuts, était une idée simple qui consistait à faire traverser l'Atlantique sur des bateaux sans limite. Elle est devenue au fil du temps, en 44 ans, 12 éditions. Enfin, ce sera la 12e édition, donc 11 éditions. Un événement qui est devenu l'un des plus grands événements sportifs français. Ça, c'est un élément de fierté qu'on doit avoir collectivement, d'avoir ici, en Bretagne, un des plus grands événements sportifs français. Et je dis ça sur des critères objectifs, de volume de participants. Un des top 5 des événements qui aujourd'hui réunissent le plus grand nombre de participants et de visiteurs. Et un événement régional à dimension nationale jusqu'à peu, et maintenant international, puisqu'on a 14 nationalités qui sont représentées. Cet événement, il a des retombées économiques et retombées médiatiques et sociales qui sont colossales, on pourrait y revenir, en tout cas très importantes et en croissance pour le territoire. C'est donc un événement pour la Bretagne, mais c'est aussi un événement par la Bretagne. Pierre-Yves le disait, je ne suis pas encore à grosse goutte, et quand bien même je ne le dirai pas, parce que le tout c'est de faire front pour que l'événement se déroule bien jusqu'au dernier moment. Mais ce sera le début de la route du Rhum dans 2 mois. Ce sera la fin d'un processus, pour que vous le sachiez, qui a commencé pour nous tous il y a plus de 3 ans, quasiment immédiatement après l'édition 2018, qui avait été un succès phénoménal. Plus de 1,5 million de visiteurs ici à Saint-Malo, 2 millions au total, 112 millions de retombées médias, enfin bref, x2 par rapport à l'édition précédente. Mais on a lancé immédiatement les grands chantiers. Et ces chantiers, ils nous ont mis 3 ans pour pouvoir construire un événement qui va durer 13 jours ici à Saint-Malo et un peu plus de 1 mois et demi mis bout à bout entre le début et la fin. Alors ça paraît colossal, mais pour que vous vous figuriez, la construction d'un événement comme celui-là, c'est une industrie lourde qui va vivre sur un temps très court. C'est une industrie lourde qui va mobiliser, alors au premier titre, impossible de ne pas le citer ici, le groupe Telegram, qui est le groupe qui porte ma structure et qui a cette vision de course au large pour le territoire depuis de nombreuses années sur cette course-là, mais comme les autres, qui est propriétaire de la route du Rhum. C'est l'engagement des partenaires, et on y reviendra tout à l'heure, qui sont beaucoup plus que des financeurs, beaucoup plus que des financeurs, qui sont des coproducteurs à nos côtés. On les a cités, ils sont réunis aujourd'hui avec nous, la région Guadeloupe bien sûr, la ville de Saint-Malo, la région Bretagne, et puis le CIC qui nous a rejoint comme partenaire principal. Et je citerai bien sûr Niji qui contribue, mais on le verra tout à l'heure, à la construction de la plateforme digitale. C'est le cas des instances portuaires qui travaillent ici avec nous et qui nous permettent de faire l'événement. C'est le cas de tous les armateurs qui encadrent les bateaux. C'est le cas de tous les services de la ville de Saint-Malo qui vont nous permettre d'accueillir cette course dignement. Et puis c'est le cas de tous les bénévoles qui s'engagent dans le projet, de la SNBSM notamment, qui nous accompagnent pour que ce événement puisse être ancré dans le territoire et qu'il puisse vivre et qu'il puisse être porté par le territoire, pour et par le territoire. Et puis bien sûr, c'est les agences qui travaillent avec nous. Rivacom en premier lieu, qui fait toutes les hospitalités et une grande partie de la communication. Bref, vous l'avez compris, pour coordonner tout ça, qu'est notre rôle, ce n'est pas une mince affaire. Michel Desjoyaux disait que c'est compliqué de faire simple et c'est simple de faire compliqué. On espère que le rendu sera le plus simple possible et le plus impactant possible. La réalité, c'est que pour faire ça, il faut 3 ans. Il faut fédérer tout le monde avec la volonté commune de bien faire. Et ça, je ne doute pas que qui que ce soit qui s'engage dans la route du Rhum ait cette volonté-là. Et c'est bien le sens du projet de la route du Rhum. Donc, autrement dit, on est très optimiste que ça va être un beau succès. Michel Desjoyaux disait aussi, sur le Vendée Globe, par exemple, c'est 1 emmerde par jour. Il y en aura beaucoup plus sur les 13 jours. Ouais. Sur les 13 jours. Si tu pars du principe que tu as 1 emmerde par jour, ça n'est plus une emmerde, ça fait partie du quotidien. C'est juste un sujet à régler. Nous, on fait partie. Et je dirais aussi, c'est ce qu'on dit à nos équipes, s'il n'y a pas d'emmerde, il n'y a pas de chef de projet. Donc, soyez ravis d'avoir des emmerdes, c'est ce qui fait que vous êtes payé pour travailler. Alors justement, non pas à propos des emmerdes chers à Michel Desjoyaux, Nicolas Belloir, vous, c'est votre, à titre personnel, c'est votre 4e route du Rhum, je crois.
C'est la 12e édition à Saint-Malo. Quand on est malouin, la route du Rhum, tous les 4 ans, c'est quoi? C'est la routine? Vous êtes habitués maintenant, vous connaissez ça par cœur. Oui, bonjour à tous. Oui, on connaît effectivement la route du Rhum par cœur, je ne sais pas, parce que Joseph l'a bien décrit, c'est que c'est un spectacle qui se renouvelle en permanence. Quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on a l'impression qu'à chaque édition, c'est l'édition de tous les records. Voilà. Et celle-ci ne va pas y manquer. Joseph a donné le qualificatif sensationnel. Évidemment, on le partage. Et puis justement, tout le monde se met en œuvre pour que ça puisse se passer dans les meilleures conditions. Donc, c'est absolument pas la routine. Je crois pouvoir dire que les Malouins ont cette course dans le cœur. Et donc, franchement, tout le monde est à pied d'œuvre, que ce soit les acteurs associatifs, que ce soit le personnel de la ville. Tout le monde est mobilisé pour que nous puissions être à ce rendez-vous qui est extrêmement important. Et donc, ce n'est pas une routine, parce que pour nous, cette route du Rhum, ça représente beaucoup, évidemment, on va en reparler sur les retombées économiques, touristiques, médiatiques, mais c'est aussi un peu la fibre que représente Saint-Malo à travers le monde, c'est-à-dire une ville d'aventure, de dynamisme, d'ouverture sur ce monde. Et donc, si on veut réussir à conserver un peu cette image qu'on a à travers le monde, il faut être au rendez-vous de cette route du Rhum. Et donc, on a cette mobilisation depuis maintenant plusieurs mois pour justement essayer de limiter les difficultés. Il y en aura, mais on les réglera comme ça s'est fait à chaque fois. Et donc, nous, on aborde ce rendez-vous-là avec plutôt détermination et enthousiasme. Et à chaque fois, il y a des nouveautés. Donc, il faut répondre à ces nouveautés. Cette année, effectivement, Joseph le disait, c'est 138 bateaux. C'est un plateau qui ne s'est jamais vu sur aucune course et qui ne s'est jamais vu a fortiori sur Saint-Malo. C'est l'entrée des ultimes dans les bassins. Donc là aussi, c'est une nouveauté. C'est une volonté de l'organisateur que l'on partage d'avoir une vraie expérience sur le village, avec un village qui va être beaucoup plus important, beaucoup plus long. Donc à chaque fois, il y a des nouveautés. Le village, il va aller, pour ceux qui sont venus tout à l'heure, qui sont rentrés dans le palais de Grange, il va aller de la Grand Roue, qui est en place actuellement, jusqu'à la gare maritime. Tout à fait. Donc, je sais pas, en longueur, je ne sais pas ce que ça fait en termes de kilométrage, mais c'est... C'est colossal en termes de moyens, de mobilisation, d'infrastructures. Donc voilà, on ne peut pas parler de routine. Et on a cette envie, cette énergie depuis maintenant plusieurs mois. Et on a hâte d'être au mois d'octobre. Enfin, quand je dis au mois d'octobre, il faut savoir que les opérations de montage, démontage sont bien plus importantes que la seule durée de la route du Rhum, puisque pour la ville de Saint-Malo, les opérations de montage vont commencer tout début octobre. Et le démontage se fera autour du 20-21 novembre. Donc on est sur une amplitude beaucoup plus large que la seule route du Rhum. Et donc ça a forcément aussi des impacts et des effets collatéraux sur la vie malouine. Alors on va y revenir quand on va attaquer cette partie-là ensemble. Anne Gallo, pour la région Bretagne, je ne vais pas poser la question de la routine comme un Saint-Malo, mais plutôt quand on est la région Bretagne et qu'il y a ce type d'événement sur le territoire, on est obligé de s'y intéresser et de s'investir dedans. Qu'est-ce que vous venez... pourquoi la région Bretagne investit dans la route du Rhum? C'est obligatoire? Alors, bonjour à toutes et tous. Vous le savez, la région Bretagne est partenaire de la course au large sur plusieurs événements, dont cette course, la route du Rhum, destination Guadeloupe. Elle s'investit, elle accueille, elle soutient des événements majeurs nautiques sur le territoire, qui est vraiment le plus grand littoral maritime français, enfin le plus grand littoral français. Il y a eu encore des discussions sur la surface de 1400, 5000 km. En tout cas, on est très fiers d'avoir cette thématique nautique sur le territoire. La région Bretagne est ambitieuse. Le président Loïc Chenet-Girard développe de nouveaux process et on veut mettre, je le rappelle à chaque fois, chaque enfant sur l'eau dans son cursus scolaire parce que c'est quand on est petit qu'on pratique de façon régulière. Nous mettons donc nous aussi beaucoup de cœur à l'ouvrage et nous allons mettre des infrastructures techniques avec le port régional qui va être mis à disposition. Nous allons évidemment accompagner de façon significative la course comme tous les 4 ans.
Mais c'est un peu plus que ça. La région Bretagne, elle s'investit dans la course au large de façon globale parce que la voile, ce sport, c'est vraiment l'ADN de la région Bretagne. Nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons des valeurs d'engagement, de courage, nous partageons ces valeurs d'esprit d'équipe et de solidarité. Donc ça, c'est important, ça correspond à ce que nous développons au niveau régional. C'est aussi, enfin, ces courses de façon globale, ce sont aussi des manifestations populaires. Et ça, c'est important. Il y a l'aspect sportif, mais il y a aussi tout ce que ça draine autour. Ça fait rêver les gens. Ça contribue à l'animation du territoire. Et puis, il y a, comme vous le disiez, cette couverture médiatique en tant que aussi élu au tourisme. Eh bien, ça fait partie des grandes images qui sont envoyées au niveau régional, national et international. Ça fait partie de l'attractivité. Voilà, ça, c'est l'ADN de la région. Et puis, vraiment, un axe qui nous tient vraiment à cœur, c'est un soutien de façon plus large à la Bretagne Sailing Valley, puisqu'on ne le dit pas forcément souvent, mais derrière toutes ces courses au large, eh bien, il y a une économie, une filière qui est vectrice d'innovation, qui est aussi vectrice d'excellence technologique en Bretagne. Et voilà, donc ça diffuse sur le territoire. Donc voilà les raisons pour lesquelles la région Bretagne s'investit sur ces courses au large. Alors Mireille Abi, vous êtes, j'allais dire, entre guillemets, la petite dernière arrivée dans le club des partenaires. Qu'est-ce que le CIC, qui est une grande banque qui investit dans plusieurs sports, qu'est-ce que le CIC vient chercher dans la voile en général? Vous investissez dans d'autres courses que la Route du Rhum et d'autres courses organisées par OC Sport Week. Qu'est-ce que vous venez chercher dans la Route du Rhum? Alors, ça marche normalement. bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, nous, nos choix de partenariat, il faut qu'ils fassent écho avec les territoires sur lesquels nous nous situons. Et c'est le cas pour l'ensemble des partenariats, que ce soit la Route du Rhum destination Guadeloupe, ou encore récemment, la semaine dernière, autour du vélo, qui est aussi l'autre sport emblématique de la Bretagne, où nous étions présents pour la 10e année consécutive. À Ploué. À Ploué, au 4 jours CIC de Ploué, tout à fait. Alors évidemment, en tant que banque régionale, nous sommes intimement liés à l'activité économique et à ses acteurs sur le territoire. Et puis, on considère aussi qu'au-delà de notre rôle de financement et d'accompagnement de projets, dans le cadre notamment de notre statut d'entreprise à mission, nous sommes aussi là pour accompagner des événements locaux d'envergure qui permettent le rayonnement du territoire et de la région, notamment en Bretagne. Et puis, ça a été dit, les partenaires, une présence des collectivités locales fortes qui sont bien sûr incontournables dans l'organisation de l'événement. Et il a été dit aussi le public que draine cet événement emblématique au niveau national. Et pour maintenir sa gratuité, je dirais la gratuité de l'accès à cet événement, ça aussi c'est quelque chose qui nous est cher. Eh bien, il faut évidemment des partenariats privés. Et c'est que dans ce contexte-là que nous sommes intervenus également. Alors, on va explorer tout à l'heure avec Joseph un petit peu justement cette caractéristique très particulière d'un événement comme celui-là, son modèle économique particulier. Je ferai finir ce premier tour de table avec Hugues Mély, le président de Niji. Hugues, toi, on est encore dans un cadre un petit peu différent, parce que on va le dire, tu vas nous l'expliquer, vous faites le site internet de la course. Mais moi, j'ai une petite question un petit peu, je ne sais pas si c'est iconoclaste, mais on connaît ta passion à toi pour la voile, ta passion personnelle. Tu es le patron d'une boîte. Est-ce que la voile, comme ça arrive quand même régulièrement, est-ce que c'est la danseuse du patron ou est-ce que tu embarques tes équipes et tu arrives à les convaincre que investir dans la Route du Rhum, c'est bon pour toute la boîte et pas uniquement pour tes vacances de la Toussaint? Bon, bonjour à toutes et à tous. Je l'attendais pas celle-là. Et puisque tout à l'heure tu commentais mon bronzage, je ferai une petite digression en disant qu'au-delà de nos jolis teints allés à tous là, au ce lendemain de vacances, il y a quelque chose d'encore plus magnifique. Ce sont les couleurs de l'affiche officielle de la Route du Rhum destination Guadeloupe 2022. Enfin, moi personnellement, je les trouve absolument merveilleuses. Et j'ai fait encadrer plein de ces affiches et j'en ai tapissé tous nos bureaux. J'en ai même une chez moi. Je trouve cette affiche superbe. Donc franchement, félicitations à OC Sport qui en est, je pense, l'auteur. Oui, c'est sûr que je pratique à titre personnel la voile. C'est d'ailleurs la raison qui m'a fait venir poser mes valises en Bretagne il y a 21 ans et créer l'entreprise et développer Niji en partant de rien. C'est vrai que la course au large me passionne. Passionne est peut-être un grand mot. En tout cas, c'est probablement la toute première discipline, peut-être la seule discipline sportive que je suive de très très près.
Et donc, à quelque part, ça me donne une forme de crédibilité pour porter globalement les couleurs de l'entreprise que j'ai créée et dont je préside aux destinées, dans cet engagement aux côtés de la voile, justement, aux côtés de la voile de compétition. Donc, c'est sûr qu'il y a cette passion et cette impulsion initiale, mais finalement, ça vient quelque part corroborer cet engagement. Ça fait que le porte-parole naturel de l'entreprise, qui en est l'ambassadeur et qui est donc aussi l'ambassadeur des engagements que prend l'entreprise, il est plutôt bien placé pour en parler, pour le vivre, pour le faire vivre. Pour le faire vivre, parce que je ne suis pas le seul à le vivre, parce que justement, et depuis 20 ans, dans ce qu'ont été nos engagements différents, parfois un peu sinueux dans l'univers de la course au large, on a toujours tenu à ce que ce soit nos équipes qui le partagent. Ce n'est pas quelque chose qui est fait sans tenir compte à quelque part de l'attente de nos équipes. Je tiens à dire par exemple que cette année, à l'arrivée en Guadeloupe, 100% des moyens que l'on consacre à ce partenariat avec OC Sport seront consacrés à accueillir nos équipes. On aura une trentaine de personnes issues de l'ensemble de nos sites qui seront reçues par paquet de 10 pendant 4-5 jours pour être sur l'eau, voir arriver les bateaux. Et ces gens ne seront pas désignés. Ces gens seront tirés au sort, ces gens auront fait des concours, ces gens auront participé à des incentives, ces gens auront manifesté à quelque part leur volonté de venir. C'est-à-dire qu'on ne les désignera pas pour aller contre leur gré. Donc c'est quelque chose que plus globalement l'entreprise vit collectivement. Et c'est aussi quelque chose qu'on fait vivre beaucoup plus largement à l'ensemble de nos salariés, en particulier bretons. En étant sur le village de départ ici à Saint-Malo, on aura probablement, je ne sais pas moi, un bon tiers de l'effectif de l'entreprise, c'est à peu près 1200 personnes aujourd'hui, qui viendra fouler les planches ici à Saint-Malo, soit dans une initiative tout à fait personnelle de dire c'est les vacances de la Toussaint, on est à Lyon, à Lille, à Bordeaux, à Nantes, à Paris, que sais-je. On vient ici à Saint-Malo pour voir les bateaux, pour vivre un peu cet instant, soit parce qu'avec des salariés plus proches de Rennes, on aura organisé des choses, le CE organisera des choses aussi. Et puis, dernier point, on le fait vivre pleinement à nos clients. Et ça, c'est important aussi parce qu'il se trouve que nos clients, qui sont à la fois des grands groupes multinationaux, à siège souvent parisien, mais aussi beaucoup de belles PME et d'ETI dans les régions dans lesquelles on est, pratiquent très souvent la voile, de compétition, en tout cas s'y intéressent, parce que beaucoup des acteurs dans ces entreprises avec lesquelles on travaille sont issus de filières académiques et de parcours professionnels dans lesquels, depuis longtemps, on a la possibilité de pratiquer tôt la voile de compétition en équipage avec la course croisière de l'EDEC, avec le speedofine, avec que sais-je encore. Donc ce sont des gens qui viennent d'écoles d'ingénieurs, qui viennent d'écoles de management, d'écoles de commerce, dans lesquelles on a très tôt éveillé, suscité l'intérêt à la course au large. Et tout au long de leur parcours professionnel, ils vivent avec beaucoup d'enthousiasme la perspective que leurs fournisseurs, leurs partenaires les reçoivent de façon privilégiée pour être au plus près des bateaux, au plus près des marins. Voilà, donc oui, il y a cette passion première qui, je le dis quand même, m'a fait venir en Bretagne, moi qui ne suis pas breton de sang, et créer une entreprise quand même, donc participer à quelque part au développement de la région dont je suis très proche, dans lequel je suis très impliqué. Mais ensuite, finalement, c'est le partage et c'est tout le monde le vit et ça vient faire s'estomper finalement un peu ce caractère pas complètement objectif qui est ma conviction personnelle. Donc l'étincelle et la poudre. Absolument. Joseph, avec toi, je voudrais quand même que tu nous expliques, pour parler du modèle économique un petit peu de la Route du Rhum. On voit qu'il y a des collectivités locales, des entreprises, il y a de l'apport en nature, il y a du cash, c'est un modèle assez hybride, assez sophistiqué au final, parce que c'est un événement sans billetterie et sans droit de télé. Exact. Raconte-nous ce caractère assez étonnant du coup d'un événement où il faut le financer, le faire vivre et le faire exister concrètement sans les leviers habituels de l'événementiel. Déjà, le point de départ, c'est que la voile, la course au large, on dit que c'est un sport mineur, événement majeur. Donc c'est un sport qui est pratiqué certes beaucoup en Bretagne, mais qui fait peu d'événements de grande ampleur comme on peut l'avoir dans l'autre sport. À l'exception près de la Route du Rhum et du Vendée Globe, qu'on peut citer aujourd'hui comme les deux événements phares. La Route du Rhum étant bien sûr au-delà du Vendée Globe en termes d'impact, mais ça on y reviendra plus tard, c'est la compétition avec les Vendéens.
Mais le modèle du coup qui a été construit autour de la route du Rhum pour le développer, il est aussi atypique. Et tu le disais, quand la plupart des grands sports qui font des grands événements vont aller se financer pour l'essentiel de leurs revenus sur les droits télé et sur la billetterie, donc des événements qui sont payants et qui sont payants à la télé finalement pour les chaînes et payants pour ceux qui vont les voir dans les stades. La route du Rhum, elle s'est construite, son succès s'est construit sur le fait que c'était effectivement, vous le disiez, Meryabi, un événement qui est gratuit, qui est ouvert au grand public, qui est familial, qui est un événement de territoire et qu'on veut le plus populaire possible. Et ça tombe bien, ça fonctionne hyper bien. Et on le gardera aussi longtemps qu'on sera les gardiens de ce temple-là. Donc ça, c'est la première spécificité. Puis la deuxième, c'est que la course au large, elle s'est construite sur les images que nous faisions des bateaux et qui étaient distribuées à la télé. Donc c'est des images à chaque fois extraordinaires. Des télés qui, a priori, au départ, ne voulaient pas tellement de nos images. Donc on poussait ces images-là auprès des télés pour qu'elles soient diffusées. Et donc l'habitude s'est installée que la route du Rhum, quand bien même les audiences sont à chaque fois records sur les chaînes qui les diffusent, c'est nous qui produisons notre propre contenu et qui le diffusons gratuitement auprès des télés. Donc on n'est pas payé pour le faire. Et donc quand on s'ampute de ces 60-70% de revenus, il reste ce qui est marginal pour les autres sports, c'est le sponsoring et quelques revenus connexes qui permettent de construire l'événement. Et donc effectivement, le plateau qu'on a aujourd'hui ici, il est à l'image de ce qu'est notre sport. C'est que pour le faire, il faut engager avec nous et fédérer avec nous des partenaires, des collectivités publiques. Donc c'est le cas de la région Guadeloupe qui est engagée comme partenaire majeur exclusif, le cas de la ville de Saint-Malo qui est engagée comme partenaire premium et le cas de la région Bretagne qui s'engage à nos côtés, notamment pour la mise à disposition du port, et qui nous permettent de financer une partie de cet événement. Et puis bien sûr, ça n'est pas suffisant. Les pouvoirs publics ne financent pas la majorité des revenus qui sont nécessaires pour organiser la course. Et du coup, progressivement, on va chercher de plus en plus de partenaires privés, des grands partenaires privés qui vont investir financièrement pour que l'événement puisse se financer. C'est le cas du CIC. Et puis des partenaires privés qui vont contribuer à la mise en œuvre du projet. Ça, c'est la deuxième particularité de notre sport. C'est que, partant du principe que c'est une grande organisation et que toutes les bonnes initiatives sont à prendre pour que ça fasse le succès de la route du Rhum, ça a été le cas dans l'histoire, l'événement se co-construit avec les partenaires. Vous avez entendu tout à l'heure la ville de Saint-Malo qui vous expliquait avec Nicolas Belloir que l'événement il se construisait avec les services, avec les élus. Il n'y a pas de route du Rhum sans la ville de Saint-Malo. Alors, moi, je suis au C-Sport Penduic, je suis organisateur de la course. Il n'y a pas Saint-Malo, il n'y a pas de route du Rhum, il n'y aura pas le succès qu'on imagine. Il n'y a pas l'engagement de la région Bretagne qui nous aide à accueillir toute cette flotte ici dans les ports. Il n'y a pas de route du Rhum. Donc, il n'y a pas le succès qu'on imagine. Et puis, il n'y a pas l'engagement du CIC à faire vivre ça auprès de ses collaborateurs, l'engagement de Niji à faire vivre ça auprès de ses clients. Il n'y a pas de route du Rhum. Donc ça, c'est la deuxième particularité, c'est qu'on co-construit le projet. Et nous, en tant qu'organisateurs chez OC Sport Penduic, notre boulot, finalement, c'est d'être chef d'orchestre de tout ça et de faire en sorte que les initiatives aillent dans la bonne direction pour que l'événement soit positionné là où on veut. Et puis la troisième, et je terminerai là-dessus, c'est que le rayonnement de la route du Rhum, il n'est pas lié, en fait, paradoxalement, il n'est pas uniquement lié à l'impact que nous avons comme, on va dire, le comité de pilotage d'organisation, donc on va dire le cercle restreint des 20, 30, 40 partenaires qui contribuent à la construction de l'événement. Si on s'arrêtait là, le budget de l'événement serait important, mais pas suffisant pour faire la fête que vous allez découvrir cette année. Et je ne l'ai peut-être pas assez dit, je pense que ce sera effectivement une route du Rhum dont on se souviendra, et j'espère que l'avenir me donnera raison. Mais c'est aussi lié au fait qu'on a 138 bateaux, sur lesquels il y a en général 4-5 armateurs. On a une cinquantaine de partenaires qui s'engagent dans l'événement, qui sont à chaque fois des entreprises, et que chacune d'entre elles va s'approprier le projet, va investir, va communiquer, va mobiliser ses équipes, mobiliser ses clients, faire venir des clients entreprises. Ils sont plus de 10 000 à venir sur la route du Rhum pour en faire une grande dynamique, un grand écosystème qui fait qu'à la fin, l'événement est un succès. Voilà ce qui fait les trois particularités de notre sport. Merci Joseph. Nicolas Belloir, vous nous avez expliqué donc il n'y avait pas de routine, on s'en doutait un petit peu, mais qu'il n'y avait pas de routine du tout. Qu'est-ce que ça représente concrètement en termes d'efforts, à la fois humains et financiers, pour une ville comme Saint-Malo, d'accueillir un événement comme la Route du Rhum tous les 4 ans? Concrètement, qu'est-ce que ça représente dans les finances publiques et qu'est-ce que ça représente en termes d'efforts? Alors, la route du Rhum, hein, je l'ai dit, c'est cette fenêtre exceptionnelle tous les 4 ans. Et donc, on a effectivement, nous, à cœur de poursuivre cette aventure le plus longtemps possible. D'ailleurs, et c'est pas un scoop, hein, je peux le dire, c'est la raison pour laquelle on a signé pour une édition 2022, mais on a aussi signé pour 2026. Voilà. Et donc, si la ville et Saint-Malo agglomération, tout le pays de Saint-Malo, parce que évidemment c'est la ville de Saint-Malo qui s'engage, mais c'est l'ensemble des acteurs locaux qui participent à cet effort-là.
Eh bien, c'est parce qu'il y a des retombées économiques importantes. Alors, l'adjoint aux finances que je suis n'a pas de mal à vous donner ce que ça coûte à la collectivité, hein, puisque de toute façon, c'est public. Nous avons, par exemple, sur le budget 2022, inscrit une somme de 2,2 millions d'euros pour l'organisation de la route du Rhum. Alors cette somme-là, c'est la totalité, hein, c'est l'inscription budgétaire. On verra au moment du compte administratif ce que ça donne. Mais c'est le coût que représente cette manifestation pour la collectivité en termes d'engagement financier, en termes d'efforts complémentaires pour l'animation, parce que là aussi, pendant la route du Rhum, nos collaborateurs, certains sont présents ici et je les remercie, s'impliquent fortement pour faire rayonner l'image de la ville de Saint-Malo, de Saint-Malo agglomération. Donc on aura aussi une présence au sein du village, on va faire vivre nos espaces, on va faire découvrir avec la destination Rennes et la destination Saint-Malo-Baie du Mont-Saint-Michel les atouts de notre territoire. Donc on y met aussi des moyens supplémentaires. C'est l'effort permanent, conséquent de l'ensemble de nos collaborateurs avec évidemment une montée en charge et des heures supplémentaires pendant la route du Rhum. Donc l'ensemble de cette valorisation, c'est à peu près 2,2 millions d'euros. Mais évidemment, c'est un investissement qui peut sembler important pour une collectivité, ça l'est. Hein, c'est le plus gros investissement en termes événementiels pour la ville de Saint-Malo. C'est un investissement qu'on lisse sur 4 exercices budgétaires entre chaque édition. Mais derrière, nous, ce qui nous importe, c'est plutôt les retombées, parce que c'est colossal. On l'a vu à travers les propos des différents intervenants. Alors, c'est vrai qu'on manque peut-être un petit peu de données, de data actualisées, mais une étude du comité départemental d'Ille-et-Vilaine en 2014 avait estimé le retour de la route du Rhum de manière assez précise, en expliquant, et c'est une formule qu'on utilise assez souvent, c'est de dire que la route du Rhum, c'est l'été à Saint-Malo au mois de novembre. C'est l'été au mois de novembre. Voilà. Donc ça permet à l'ensemble des acteurs locaux de pouvoir continuer à faire vivre la saison. Et donc en termes de chiffres un petit peu plus concrets, mais qui datent de 2014 et sur lesquels nous, on a engagé une réflexion avec la Banque des Territoires, IAI également, pour essayer d'actualiser cette approche un peu quantitative et qualitative. C'est par rapport à une année de vacances de Toussaint sans route du Rhum, c'est 75% d'activité supplémentaire sur une édition route du Rhum. En 2014, c'est 227 000 nuitées, la route du Rhum. En 2014. C'est plus de 2 millions de personnes qui vont être attendues là en 2022. Donc vous imaginez les ressorts de ceux qui se déplacent. C'est plus de 120 000 personnes qui fréquentent chaque jour les pontons. Donc voilà, il suffit de faire des calculs assez rapides quand on fait un peu d'économie ou de finance avec un panier moyen. On a vite fait rentabiliser l'engagement que porte la collectivité. Au-delà des retombées en termes de communication et l'approche événementielle, parce que ça a été aussi une approche qui a été développée depuis plus de 25 ans au sein de la ville de Saint-Malo, c'était de faire rayonner la ville par la communication et les événements. Donc c'est la route du Rhum, c'est également chaque année, nous, en termes de culture, des événements importants comme Quai des Bulles, comme Étonnant Voyageur, enfin voilà. Donc si vous voulez, cette approche du rayonnement de la collectivité en termes d'événements, eh bien la route du Rhum y participe pleinement. Anne Gallo, vous êtes à la région, vous êtes sur une logique un petit peu différente. On n'est pas sur une logique investissement, retour sur investissement aussi précise, et puis ça se mesure de manière moins précise encore que ce que vient de nous présenter Nicolas Belloir. Qu'est-ce que vous venez chercher, au-delà du fait d'être aligné avec l'ADN de la région, qu'est-ce que vous venez chercher concrètement pour la région en investissant et en étant partenaire de la route du Rhum ? Bien, écoutez, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui est important pour nous, c'est la Sailing Valley. C'est vrai que la route du Rhum, c'est pour les skippers, c'est un engagement humain, c'est un défi sportif, mais ça va au-delà. Il y a aussi un défi d'innovation, un défi technologique, et la Bretagne est un territoire où on conçoit, où on construit les bateaux,
et on a une renommée nationale et internationale. On parlait tout à l'heure des 138 bateaux qui sont engagés. On a fait une étude avec Bretagne Développement Innovation, et je salue Carole Bourlon qui est dans la salle. Et ça, tout l'engagement de la région Bretagne sur la course au large ces dernières années, eh bien, a contribué à l'expansion de la filière nautique de façon considérable. Nous avons sur le territoire régional 221 entreprises. Donc entre 2016 et 2021, c'est plus 36% de création d'entreprises dans ce domaine-là. C'est à peu près 2300 emplois, dont près de 1000 dédiés à la voile sportive. Donc c'est extrêmement important, c'est plus 34%. En chiffre d'affaires, c'est 475 millions d'euros, dont 114 pour la voile de compétition. Donc voilà, il y a une progression qui est assez fulgurante. Il y a un savoir-faire, comme je vous le disais. Quand on prend les bateaux sur les 138, quand je m'attache aux 4 grandes classes ultimes, IMOCA, Ocean 50 et classe 40, 71% d'entre eux sont conçus en Bretagne. Voilà. 60% sont fabriqués en Bretagne. Donc on voit bien, en tout cas, que nous sommes en Bretagne leader du marché. Nous sommes, comme je le disais, reconnus au niveau national, international pour notre expertise, pour notre savoir-faire. Il y a énormément de projets en cours. Et puis, ça contribue à un croisement, à un réseautage extrêmement important sur notre territoire. Donc c'est ça que nous souhaitons mettre en avant. Et puis, toutes les innovations qui sont développées au sein du nautisme contribuent sur d'autres thématiques. On peut voir, moi je suis du territoire de l'entreprise Multiplast par exemple, qui a bénéficié de ces innovations dans le domaine aéronautique. On voit que c'est aussi le cas dans la défense, sur les énergies marines renouvelables. Donc ça percole énormément et ça contribue à développer de façon, on va dire, économe certaines autres filières. Et c'est ça qui est important, c'est le transfert de ces technologies vers d'autres thématiques. Voilà, c'est ce que nous recherchons à la région Bretagne, outre l'attractivité, outre les beaux paysages, le tourisme, évidemment, nous y sommes sensibles. Mais voilà, le sujet qui est important, c'est ça, c'est comment on fait vivre notre territoire, comment on développe les entreprises et comment on participe à l'innovation. C'est un investissement de long terme. Mireille Aby, vous êtes, je le disais tout à l'heure, le CIC est un peu nouveau dans la voile, et même s'il arrive très très fort. Donc on voit bien que ça devient un choix assez stratégique. Vous investissez dans le vélo, mais ça depuis déjà de plusieurs années. Vous investissez dans le basket aussi, je crois que c'est l'autre sport phare du CIC. Comment le choix de la voile s'est construit? Alors, parce que du coup, je disais, il est récent, mais il est très très fort. Alors effectivement, nous avons, je dirais, comme entreprise, on revoit nos stratégies de communication et partenariats. Et on parlait du territoire tout à l'heure. Alors CIC Ouest, a fortiori, notre territoire, au niveau côtier en tout cas, il va de Saint-Malo à Royan. Donc clairement, on est la banque CIC qui a le plus, je dirais, d'exposition maritime, plus d'une centaine d'agences sur ce littoral. Et donc, bien évidemment, nous, localement, on est ravis qu'on a un partenariat national de ce type-là, puisque forcément, les retombées, elles vont être pour notre territoire, pour nos collègues, et puis ça parle aussi à nos clients, bien évidemment. Alors, nous nous sommes positionnés en tant que partenaire principal. Ça, c'est important parce que ça nous permet de co-construire l'événement. Et par exemple, avec OC Sport, en amont de l'événement, nous participons activement à ce qu'on appelle le club du large, qui est un lieu de rencontre et qui nous permet en amont justement d'associer nos clients entreprises qui œuvrent sur le territoire dans le domaine du maritime, et ça crée effectivement ça renforce la communauté et puis les affaires que peuvent faire les entrepreneurs entre eux. Donc ça, c'est important. On a eu cette stratégie. Alors, on est présent aussi au-delà du partenariat de la route du Rhum destination Guadeloupe sur la Transat CIC. Et puis en 2017, nous avions été également partenaire principal de l'événement The Bridge, qui a été assez emblématique pour le territoire de l'Ouest. Donc on continue dans cette dynamique-là. Je crois qu'il y a la Normandie Channel Race aussi, la CIC Normandie Channel Race, pour être précis. C'est ça. Hugues, l'investissement de Niji dans la route du Rhum, lui, il est un petit peu particulier parce que c'est pas du cash. Tu fais pas un chèque. Tu vas faire un chèque plutôt. Tu fais un chèque tu payes des salaires pour qu'il y ait un beau site.
Est-ce que tu peux nous raconter la mécanique justement d'investissement et le fait d'être un fournisseur officiel de la course et en quoi est-ce que ça diffère d'un statut de partenaire, officiel. Voilà, raconte-nous cette mécanique-là d'amener non pas du cash, mais un outil numérique qui est très très beau d'ailleurs cette année. Raconte-nous un peu cette mécanique-là. Alors c'est un peu dans ce qu'a dit Joseph, hein, c'est un peu la deuxième catégorie. Nous, on est clairement dans le troc. Hein, on est dans l'échange de marchandises, parfaitement organisé, tracé, légal, que sais-je encore. Donc nous, on achète à l'organisateur de l'événement, à OC Sport, un certain nombre de prestations et de moyens dont il est le détenteur, dont il a la charge de mise en œuvre pour pouvoir activer de toutes les façons que j'ai expliquées tout à l'heure vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos salariés, ce partenariat. Donc c'est les stands, les embarquements, voilà, etc. Des stands, des embarquements sur les vedettes qui accompagnent le départ, des badges VIP pour aller sur les pontons au plus près des marins, l'accès au dispositif, je dirais, de convivialité ici au Palais du Grand Large et tout un tas d'autres choses encore qu'on imagine un peu ensemble, hein, qui sont régulièrement mises en évolution, édition après édition, puisqu'on n'en est pas à la première de cette relation. Voilà, donc on reçoit une facture et on la règle. Et au centime près, pour le même montant, c'est d'ailleurs plutôt un peu dans l'autre sens qu'on détermine ce montant, OC Sport nous achète la réalisation d'une plateforme digitale qui est effectivement à la fois un site web et à la fois une application mobile et qui permet à OC Sport, organisateur et éditeur de ce magnifique événement, de le faire vivre pleinement, notamment à tous ceux qui n'auront pas la chance de pouvoir être à Saint-Malo sur les pontons au départ, voire sur l'eau, ou à l'arrivée en Guadeloupe sur l'eau ou sur les pontons. Et cette plateforme digitale, elle est complètement nécessaire, c'est-à-dire qu'elle porte une audience pour l'événement qui est édition après édition de plus en plus importante, avec des chiffres qu'on reçoit édition après édition qui sont impressionnants. Joseph pourra peut-être nous les rappeler. Bon, voilà. Donc ça, c'est je dirais la clé de voûte du dispositif. Et ce sont plusieurs centaines de milliers d'euros. Avant que tu ne me poses la question, on va dire entre 2 et 10. Bon, probablement un peu plus près de 2 que de 10 à cet endroit. Mais en complément de ça, et pour rebondir notamment sur ce que disait Nicolas Belloir, nous investissons dans la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositifs complémentaires pour recevoir nos invités, notamment pour recevoir nos salariés, pour recevoir nos clients. Et sur ces, je ne sais plus combien de dizaines ou centaines de milliers de nuitées d'hôtels en particulier, il y en a plusieurs dizaines de Niji. Il y a plusieurs centaines de couverts réservés par Niji. Il y a des heures et des heures de stationnement pour Niji. Il y a que sais-je encore. Donc on participe à quelque part très largement aux retombées économiques de l'événement. Et quand on additionne finalement ces deux investissements de la part de Niji, on arrive à quelque chose qui pour le coup est plus proche de 10 que de 2, mais toujours entre 2 et 10 centaines de milliers d'euros. Ce qui à l'échelle d'une entreprise comme Niji, qui fera cette année de l'ordre de 116 millions d'euros de chiffre d'affaires, 130 si on consolide notre filiale majoritairement détenue, Kurmi Software, n'est quand même pas neutre. Et de ce fait, on tient beaucoup à ne pas être partenaire, fût-ce partenaire de premier rang, mais à bien resituer notre contribution en fournisseur officiel. Ça dit bien ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on fournit le dispositif digital dont l'événement a foncièrement besoin à OC Sport, et à ce titre, non seulement on assume pleinement, mais on revendique le fait d'être cité comme fournisseur officiel. C'est-à-dire qu'on a finalement vis-à-vis d'OC Sport exactement le même rôle que celui qu'on peut avoir vis-à-vis de nos clients, c'est-à-dire participer à leur transformation progressive par la maîtrise du digital et la mise en œuvre de ces dispositifs numériques. Très bien, c'est très très clair ce petit système de troc. Et l'activation qu'il faut mettre derrière. Du coup, je donne le chiffre parce que tu as suggéré de 2,5 millions en 2018 visiteurs uniques sur le site internet. Donc c'est 2 fois plus quasiment, enfin un peu moins de 2 fois plus que ce qu'on a déjà sur le site. Parle bien près du micro. Pardon, un peu moins de 2 fois plus que ce qu'on a ici sur le village de la Route du Rhum destination Guadeloupe. Et la tendance digitale, je l'apprends à personne, est exponentielle. Donc le site internet est un des premiers vecteurs d'expérience de la Route du Rhum pour les années à venir, et en particulier pour 2022. Et j'ajouterais juste un deuxième truc, c'est que nous, comme organisateurs, on peut choisir des prestataires.
pour faire nos projets. Choisir un prestataire qui est passionné et engagé dans le projet et qui s'expose, c'est la garantie qu'on a, en l'occurrence avec Niji, quelqu'un qui connaît le projet, qui est force de proposition, plus que force de proposition, il est coproducteur avec nous. Donc on n'est pas dans une relation de prestataire à client, on est dans une relation de partenaire avec eux, et ils produisent pour la Route du Rhum le site de la Route du Rhum que Niji souhaiterait avoir pour la Route du Rhum Destination Guadeloupe. Et nous, il n'y a pas meilleur partenaire pour nous. Le résultat est forcément meilleur que celui qu'on aurait pu imaginer, nous, dont c'est pas le métier de faire des sites internet. Donc il y a une relation là-dessus de partenariat, de co-construction qui est hyper intéressante, parce que c'est des modèles de fonctionnement qui sont sans doute des modèles de fonctionnement d'avenir. Et pour voler 30 secondes et rebondir sur ce que dit Joseph, on s'expose. Oui, on s'expose et on prend même un gros risque. Et ça, c'est aussi dans l'ADN de Niji, de prendre du risque. Et pourquoi on prend un gros risque? Parce que plus de 2 millions de visiteurs uniques, c'est pas le petit jouet qu'on fabrique comme ça avec 3-4 lignes de code et 2-3 heures de design. Il faut que ça tienne le choc le jour J et pendant toute la durée de la course et même au-delà. Donc il y a des enjeux de disponibilité, de performance, de volumétrie. Ce sont des millions de gens qui vont porter un jugement sur ce qu'est ce dispositif numérique, notamment en termes d'utilisabilité, d'ergonomie, de design, de réactivité, etc. Donc à quelque part, c'est un jugement sur Niji qui est clairement cité comme fournisseur digital officiel. Et donc si ce jugement n'est pas bon, c'est le jugement que vont porter des milliers de personnes sur Niji qui n'est pas bon. Et comme parmi ces millions de personnes, il y en a quand même beaucoup qui, je le disais tout à l'heure, sont chez nos clients et potentiellement nos interlocuteurs décisionnaires sur des projets engageants, il y a intérêt quand même à ce que ce soit exemplaire. Donc l'investissement de Niji, il est aussi à quelque part dans cette prise de risque, dans ce choix de s'exposer, comme le disait Joseph, aux côtés de la marque La Route du Rhum Destination Guadeloupe. Donc une petite goutte de sueur à 13h02 le 6 novembre. Et je peux vous dire que pendant ce mois d'août, on avait 3 ou 4 projets dans l'entreprise et il y a des collègues qui sont dans la salle qui était à surveiller comme le lait sur le feu avec une pression extrêmement forte sur les deliveries. Le projet La Route du Rhum Destination Guadeloupe en faisait clairement partie. Il était parmi ces 3 ou 4 projets majeurs à surveiller comme le lait sur le feu. Donc il y a des gouttes de sueur. Mais les équipes seront récompensées parce que bien évidemment toute l'équipe qui fait le projet sera ici à Saint-Malo sur les pontons au moment du départ. Alors, il est 12h35, donc on a déjà dépassé notre temps, mais je voudrais quand même je vais vous demander en 1 minute, vraiment très rapidement, à chacun, j'ai une dernière question, une toute dernière question pour vous. Myriabi, je voudrais savoir, quand on est un néo-investisseur, entre guillemets, dans le monde de la voile, même si maintenant ça fait 1 ou 2 ans que vous investissez, comment vous allez utiliser l'outil Route du Rhum? On imagine qu'il y a beaucoup d'activations possibles, mais vous en faites quoi? Vous allez chercher à ouvrir des nouveaux comptes en banque, vous allez chercher à avoir des entreprises qui viennent ouvrir un compte en banque chez vous. C'est quoi la manière dont vous allez activer cet outil-là? Alors, la visibilité, la démarche RSE qui nous unit aussi sur cet événement. Et puis aussi renforcer les liens avec nos clients historiques qui vont nous en amener d'autres dans le cadre de tout le réceptif que nous allons organiser. Parfait, merci beaucoup. Nicolas Belloir, essayez de faire aussi bien. Pardon. C'est quoi aujourd'hui, au bout de tant d'éditions et au bout de la routine avec laquelle je vous ai titillé au départ, c'est quoi aujourd'hui l'enjeu central de l'organisation d'une Route du Rhum pour Saint-Malo? Quand on voit la taille de l'événement auquel on est en train de s'attendre, c'est quoi la priorité pour vous aujourd'hui? Alors, rapidement, pour nous, la priorité, c'est de toujours permettre cette acceptabilité de l'événement. Je l'ai dit, c'est pas neutre, et donc pour nous, l'enjeu, c'est que la vie malouine, l'activité économique se poursuive. Donc, l'enjeu pour nous, c'est de travailler sur ces logiques-là. C'est la logique RSE, je crois qu'on la partage énormément. Tout ce qui est stationnement, circulation, il faut qu'on travaille dessus. On a déjà posé les bases justement de cette réflexion, et c'était l'intérêt d'avoir cette visibilité aussi sur l'édition 2026. C'est travailler sur l'héritage, c'est quelque chose qui est aujourd'hui important dans les événements sportifs. Eh bien, nous, ce qu'on souhaite, et j'en dirai 2 mots, c'est d'essayer de faire vivre cette Route du Rhum entre chaque édition. C'est-à-dire qu'on a un temps fort de préparation, où on vit l'événement,
puis mi-novembre, quand c'est terminé, là, c'est le grand vide, hein, c'est presque la dépression à Saint-Malo. Donc ce qu'on veut, c'est continuer à faire vivre l'événement. Et donc on va travailler sur le secteur du tourisme d'affaires autour du nautisme, hein, ce qu'a évoqué tout à l'heure Anne Gallo. Je pense qu'avec la région, là aussi, il y a des logiques de fonctionnement. Et puis essayer de travailler également avec une présence de plus en plus importante d'édition en édition de skippers malouins sur un pôle grand large ici à Saint-Malo, sans pour autant rivaliser avec la Bretagne Sud. Hein. Je pense qu'il y a des complémentarités, mais on a des demandes de la part de nos skippers, et donc il faut qu'on travaille aussi sur ce volet-là. Anne Gallo, c'est quoi la vision du futur pour la région Bretagne de ce type d'événement gigantesque, qui a de l'impact? Comment vous projetez la région aux côtés d'un événement comme celui-là? Alors, si vous me permettez, je vais rester toujours sur ce développement de Sailing Valley et d'associer aussi le travail engagé par la région Bretagne sur les transitions. Vous le savez, on travaille sous l'emblème Brescope, avec les collectivités locales, avec les acteurs privés, avec les citoyens, sur les transitions environnementales, bien sûr, technologiques, sociétales, démocratiques. Elles sont extrêmement nombreuses. Et la filière y travaille. Il travaille beaucoup. On peut citer Roland Jourdain avec Keros, on peut citer Airplast avec l'Optimiste en Lin, on peut citer NKE, mais aussi le consortium Multiplast, CDK, Lorima qui travaille sur les paquebots à voile. On voit qu'il y a de l'innovation. Là, on parle d'aller toujours plus vite. Est-ce que le challenge de demain, ça sera d'aller toujours plus vite ou de trouver des nouveaux matériaux, de la low-tech? Est-ce que l'innovation, ça ne sera pas la low-tech? En tout cas, je pense qu'il faut se laisser les champs de réflexion, d'intervention. Et voilà, peut-être que l'avenir, c'est ça demain pour la course au large en Bretagne. Hugues, un petit peu la même question. Comment tu vois, toi qui est les deux pieds dans le digital et dans le numérique, comment tu vois un petit peu le traitement de la course et la numérisation, la digitalisation de la course au large évoluer dans les prochaines années? Probablement connecter davantage les dispositifs d'interaction vers l'audience avec ce qui se passe vraiment sur les bateaux. Aujourd'hui, un bateau de course au large est truffé de capteurs, hein, tu le sais mieux que moi. Il y a des kilomètres de fibres optiques dans les foils, il y a des centaines, des milliers de capteurs, il y a des millions de lignes de code sur les calculateurs, il y a énormément de numérique finalement dans ces navires. Et donc, à quelque part, on peut imaginer une interaction plus forte entre la façon avec laquelle on fait vivre l'événement au plus grand nombre et la façon avec laquelle les coureurs, les marins le vivent véritablement à bord. Ça devient presque facile à faire d'un point de vue technologique. Après, il faut certainement y trouver aussi, là encore, un modèle économique, c'est-à-dire qu'il faut que ça amène de la valeur. Il faut que cette valeur puisse être probablement monétisée, y compris par l'organisation de la course, parce que ce seront des investissements additionnels. Et moi, si on revient un peu sur mes dadas, mais toujours en tant que patron de Niji, si Niji pouvait à un moment ou un autre, et notamment dans le cadre de la Sailing Valley que je connais bien parce qu'Anne ne l'a pas dit, mais je préside aussi Bretagne Développement Innovation et je suis très content d'avoir Carole dans la salle et très content qu'Anne ait parlé de BDI et de tout ce qu'on fait dans ce domaine. Si en tant que Niji, à un moment ou un autre, je pouvais devenir un acteur de cette Sailing Valley et être de ceux qui font la dimension digitale de ces bateaux et qui participent d'ailleurs aussi par le digital à l'évolution de ces bateaux vers plus d'éco-responsabilité, avec toutes les logiques de recyclage, etc. derrière. Je le disais ce matin dans la plénière d'ouverture, le numérique est une formidable pâte à modeler pour faire toutes les transitions écologiques, énergétiques, climatiques, etc., dont on a besoin. Et donc, si Niji pouvait, dans ce prisme-là de la voile de compétition, devenir aussi un acteur de la Sailing Valley, alors je serais comblé en tant que Breton engagé. Et on sent qu'il y a déjà des débuts de réflexion, si tu en parles comme ça. Joseph, on va conclure avec toi. Je pense qu'on pourrait faire 2 heures sur la question que je vais te poser, parce que je sais qu'elle te tarabuste, elle hante tes nuits. C'est quoi les évolutions potentielles du modèle économique qu'on a évoqué? Comment tu réfléchis et comment tu vois l'évolution de ce modèle qui est aujourd'hui assez bien maîtrisé? Vers quoi il peut aller aujourd'hui? En 1 minute 30. Oui. Déjà, je suis pas réputé pour être concis, mais plutôt bavard. Mais bon, je vais faire vite. Déjà, si on se parle de l'avenir de la course, il y a un premier point, c'est que
Parle bien près. Pardon, il y a un premier point, c'est que notre avenir à tous maintenant, c'est la prochaine édition qui a lieu dans 2 mois, et que son succès détermine aussi beaucoup de choses. C'est le succès d'une édition de la Route du Rhum Destination Guadeloupe ruisselle sur l'ensemble de la filière, sur les courses suivantes, notamment le Vendée Globe. On voit bien que c'est un effet de marchepied. Donc, on se souhaite que cette édition de la Route du Rhum Destination Guadeloupe se déroule exactement comme on l'a prévu, avec les petits impondérables et ce qui fait la magie sur le plan sportif. Et je suis absolument certain qu'on a réuni toutes les conditions pour que cette édition soit vraiment mémorable et on va vivre une super fête. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, quand on se pose la question de la suite, il faut qu'on ait à l'esprit qu'il y a un double contexte. Il y a des pressions extérieures qui sont plus fortes. On ne fait pas la même Route du Rhum aujourd'hui qu'il y a 20 ans. On a des contraintes sur le plan RSE, qui sont aussi des opportunités, mais qui sont des contraintes. On a des contraintes sur la communication, qu'on ne fait pas du tout de la même façon quand à l'époque on n'envoyait quasiment pas d'images depuis la mer et qu'aujourd'hui on doit les traiter. Donc les équipes, elles évoluent énormément sur ce plan-là. Hugues le disait, la question du digital, elle dépasse très largement le simple sujet de la communication. Je ferai un gros clin d'œil sur l'application qui va être libérée par Niji sur les plateformes au mois de septembre. Niji a pensé une application qui est une extension de l'expérience du village. C'est pas juste une application dans laquelle vous aurez l'information du site. Donc en gros, on voit bien que le digital va transformer la façon de consommer l'événement et ce sera encore plus marqué dans 4 ans et il faut qu'on continue à accompagner ça. Et puis il y a l'engagement des fans de la Route du Rhum. Nicolas le disait. On a un événement qui nous déprime autant qu'il nous enchante, mais il nous déprime quand l'événement est terminé. Et honnêtement, je pense qu'on va avoir un gros coup de déprime cette année parce qu'on a tellement travaillé qu'après coup, ça va être dur. Et bon, on n'a pas envie que ça s'arrête. Et donc, on a envie que les gens qu'on a engagés, on a quand même la chance de parler à 2 millions de personnes sur site, 2,5 millions, et ce sera beaucoup plus. Et l'équipe de Hugues sont préparés à ce qu'il y ait beaucoup plus que 2,5 millions de visiteurs sur le site, à que tous ces gens ils s'engagent avec nous et qu'ils aient envie de continuer. Donc ça nécessite des investissements qui sont hyper importants. Et puis après, il y a des opportunités. Et il faut qu'on investisse pour pouvoir faire grandir l'épreuve parce qu'il faut créer de la valeur pour pouvoir accompagner cette croissance. Et le modèle, vous l'avez compris, il n'a pas changé depuis maintenant 20 ou 30 ans. On n'ira pas faire payer le grand public pour accéder au village. On n'ira pas, a priori, vendre les images à la télé. Et donc, il faut que, ensemble, on soit responsable de la croissance de cette épreuve. Pas tellement pour qu'elle fasse du volume, mais qu'elle soit toujours aussi belle pour qu'on ait envie de retrouver l'édition d'après. Je pense que c'est ça la conclusion de la discussion. C'est on a la responsabilité collective, puisque c'était l'introduction, comme on co-construit. On a la responsabilité de faire que cette Route du Rhum soit un succès pour qu'elle puisse exister 4 ans plus tard. Et pour ça, il faut qu'on trouve des nouveaux moyens de la financer, de la faire se développer, parce qu'il est fini le temps où on mettait des bateaux sur une ligne, on les retrouvait de l'autre côté. Ce temps-là est révolu sur la Route du Rhum, et tant mieux, parce que ça nous permet de vivre une belle expérience. Voilà. Donc c'est un peu péremptoire ce que je dis, mais c'est ça qui fait qu'on travaille pour faire grandir l'épreuve avec nos très chers partenaires. Et c'est un vaste débat. Merci beaucoup, merci à tous les 5. Désolé pour le petit écart. Et puis rendez-vous pour l'ouverture du village le 25 octobre. Merci.